grand. Mais François-Xavier Bennahmi, on est dans une séquence cette semaine judiciaire que je trouve passionnante parce qu'elle elle révèle notre société. Samedi, dimanche, on voit ce qui se passe sur les Champs-Élysées, les comparutions immédiates, Gérald Darmanin qui prend la parole mardi pour s'étonner que les peines ne soient pas assez fortes, et monte au créneau le lendemain Rémi Hetz, un des premiers magistrats de France, et monte au créneau ce matin Laure Becquot, procureur, pour dire au fond que Gérald Darmanin s'occupe de son ministère, mais pas des peines qui sont prononcées en France. Donc on a une séquence qui résume la France d'aujourd'hui. J'y vois l'impuissance du politique. En tout cas, on lui dit vous n'existez pas. Je vois les juges, une forme de corporatisme de l'institution judiciaire qui monte au créneau pour dire attention, c'est nous. Et je voulais connaître votre analyse. Moi, j'ai écouté votre discussion sur le plateau juste avant, et j'ai écouté bien sûr ce qu'a dit Rémi Hetz, ce qu'a dit Laure Becquot. Moi, j'y entends un écho d'un texte que vous connaissez certainement, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent le connaissent, qui s'appelle la harangue de Baudot. La harangue de Baudot, c'est le texte fondateur du syndicat de la magistrature. En 1974, dans le grand élan de mai 68, le syndicat de la magistrature se crée. Il représente aujourd'hui 30% des magistrats français. Et le texte d'Oswald Baudot est un texte adressé à des jeunes magistrats. Et on dirait qu'il dit ce que nous disent les procureurs qui se sont exprimés ces derniers jours, ces dernières heures. Qu'est-ce qu'il dit, ce texte ? Il est incroyable. Il commence en disant « Ne croyez pas, je cite, ne croyez pas que vous vaincrez la délinquance par une répression impitoyable. » Et tout le reste s'ensuit. Le cœur de ce texte, c'est « La loi s'interprète, elle dira ce que vous voulez qu'elle dise. Soyez partiaux, prenez le parti du voleur contre la police. » C'est le texte littéralement écrit, qui avait à l'époque suscité une immense... Si Rémi Hetz vous entend, il vous accuserait de déformer sa parole. Il n'a pas exactement dit cela. C'est pas la harangue de Baudot. Que dit Laure Becquot ce matin ? Elle dit, si je mets quelqu'un en prison, il va perdre son travail. Elle dit au fond, en réalité, ce que je dois faire, je vois un pompier agressé, ça me choque, mais je vais quand même pas mettre quelqu'un en prison pour ça. Mais je suis désolé, la vérité, c'est que c'est l'inverse qu'il faut faire, et tout le monde le sait. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même l'exemple d'un système judiciaire qui est en faillite dans sa responsabilité de protéger les Français. Et on voit autour de nous, en Europe par exemple, d'autres systèmes judiciaires qui fonctionnent mieux. Ceux qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui ont la logique exactement inverse de la nôtre. Les courtes peines, le plus rapidement possible, dès le premier délit grave. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Parce que Georges Fenech dit qu'il faut changer le recrutement. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces juges, manifestement, qui sont idéologisés avec la fameuse harangue de Baudot ? Mais d'abord, le politique a aussi sa responsabilité. Et je suis d'accord avec Eugénie Bastier qui disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, on a un vrai grand travail à faire. D'abord, ce qu'ont fait ces pays qui fonctionnent pour construire des places de prison. Paradoxalement, si on veut que les prisons soient vides, il faut qu'on ait des places de prison pour pouvoir incarcérer rapidement dès le premier fait de délinquance grave. Il faut qu'on puisse incarcérer rapidement avant que l'individu concerné ne s'enlise dans la spirale de la violence. Aujourd'hui, pour aller en prison, il faut déjà avoir récidivé plusieurs fois. Donc il faut s'être installé dans un mode de vie de violence et de délinquance. Et c'est ça la catastrophe, parce que c'est pour ça que la prison, quand elle arrive trop tard, en effet, elle ne corrige rien. Donc il faut construire des places de prison, ça c'est la responsabilité du politique. Il faut réformer la loi pour qu'elle soit plus contraignante, et ça c'est aussi la responsabilité du politique. Et puis ensuite, effectivement, il faut qu'on puisse... C'est d'ailleurs dans la harangue de Baudot, ce mot que j'ai toujours trouvé étonnant, il dit « on juge impunément, n'en profitez pas trop ». C'est vrai que les juges aujourd'hui ne sont pas responsables des décisions qu'ils prennent. Je pense qu'il y a un moment où il faut que chacun assume pourtant sa responsabilité. Quand vous êtes arrivé sur ce plateau, vous avez donné un chiffre du nombre de crimes ou de délits qui a augmenté en 20 ans. Les agressions graves. On peut prendre plein de statistiques, parce que j'entendrais André Valigny qui nous disait, mais finalement, il y a toujours eu de la violence. C'est vrai, il y a toujours eu de la violence, personne ne le niera. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une police ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice ? Précisément parce que la violence fera toujours partie des tentations d'une société et des tentations... Et quel est le chiffre que vous avez donné hors plateau ? Le fait est qu'on ne peut pas relativiser ce qui est en train de se produire, y compris sur une période récente. En 2003, il y avait 200 agressions graves pour 100 000 habitants en France. En 2024, il y en avait 625. De 200 à 625 agressions graves. Et donc, ça, les chiffres, c'est quelle source ? Ça, c'est les sources du ministère de l'Intérieur.
Donc ça multiplié par 3 Oui. en 20 ans. En 20 ans. Ce qui n'était jamais arrivé sans doute dans l'histoire du XXe siècle, que les agressions graves multiplient par 3 en 20 ans, parce qu'on était plutôt sur une baisse, je crois, depuis le début du siècle. Je pense qu'une telle accélération ne peut correspondre qu'à Donc c'est la France orange mécanique. Donc effectivement, les lois ne sont plus adaptées. Je disais le homejacking. Homejacking, moi je dis c'est 20 ans. C'est 20 ans, c'est traumatisant, tu rentres dans une maison, ça n'arrivera à personne d'entre nous ici. Donc je ne veux même pas au fond que le juge, il apprécie les faits. Je n'ai pas envie, parce que je sais qu'à partir de ce moment-là, si on entre là-dedans, il y a une interprétation personnelle, et c'est ce que vous dites avec la harangue de Baudot. Donc je trouve que des peines planchées, de ce point de vue-là, seraient intéressantes. Mais Quel est votre sentiment ? Le fait est que je partage ce que vous disiez tout à l'heure sur ce plateau. Je ne crois pas, je ne suis pas magistrat comme d'autres autour de nous, mais je ne crois pas que quelqu'un qui commet un homejacking soit, au moment où il est condamné, présenté à la justice avec un casier vierge. La vérité, c'est que les gens qui arrivent à ce niveau de délinquance, ils ont déjà bien souvent commis des faits plus ou moins graves, mais répétés depuis longtemps. Et je crois qu'aujourd'hui, notre premier devoir, d'abord, c'est de reconstruire l'éducation, je me permets de le dire. On ne sortira pas de cette spirale de la violence uniquement en mettant plus de policiers et de gendarmes en France. Il y a un problème éducatif majeur dans notre pays, je le dis depuis des années. Et ce problème éducatif, je l'ai dit dans un livre qui s'appelait Les Déshérités, il y a maintenant plus de 10 ans. Ce problème éducatif, il est la première cause de l'ensauvagement de la société. Je l'écrivais il y a 10 ans. Donc on a un vrai sujet de reconstruction de l'école, de reconstruction de l'autorité, de reconstruction de l'autorité parentale. C'est un premier sujet majeur. Mais ensuite, il faut que cette reconstruction de l'autorité, elle passe par le fait d'appliquer des peines réelles, immédiates. Nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'il faut également... la première infraction. Et ça, c'est quand même le sujet majeur. J'entends bien, mais est-ce qu'il faut changer les lois pour qu'elles soient plus répressives ? Parce que vous l'avez dit, il y a plus d'agressions graves. Est-ce qu'il faut que les peines soient plus répressives, plus rudes, plus dures ? Est-ce qu'il faut des prisons aujourd'hui privatisées ? Parce que moi, je pense que ça peut être une bonne solution. On les construit très vite et c'est une manière de répondre à la situation. Et est-ce qu'il faut des peines planchées ? Il faut pouvoir réprimer et donc incarcéré dès la première infraction grave. Mais ça veut dire effectivement qu'il faut changer la loi, je le disais, et il faut construire des places de prison surtout. Aujourd'hui, le vrai privatiser les prisons ? Est-ce que vous pensez que... Prenez l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas avaient un énorme problème de délinquance. Ils ont construit massivement des places de prison. Aujourd'hui, ils louent des places de prison aux pays européens et la France réfléchit à louer des places de prison dans ce pays pour pouvoir incarcérer parce qu'elle n'a plus la place de le faire sur notre propre sol. Donc, on voit bien que ça fonctionne. Il suffit, encore une fois, de s'en donner les moyens. Et c'est vrai. Mais il faut qu'entre le moment où une responsabilité du politique, entre le moment où on décide de construire et le moment où la prison ouvre, il se passe 4 ans, 5 ans, 6 ans, et c'est une solution qui n'est à moyen terme, mais pas à court terme. C'est une question, mais à laquelle François-Xavier doit répondre. Vous n'avez pas répondu, pardonnez-moi. Tout ce que vous avez dit, je partage. Mais qu'est-ce que vous faites contre cette idéologie qui a gangréné l'institution judiciaire et qui impose sa propre politique pénale? Qu'est-ce que vous faites en tant que responsable politique? Mais je le redis, la première chose à faire, c'est que la loi, effectivement, soit plus précise. Non, je vous parle des juges et vous parlez de la loi. Mais non, mais... Il faut interdire le syndicat. Qu'est-ce que vous faites pour ramener les juges à leur mission, appliquer la loi et non pas la contester? Qu'est-ce que vous faites pour que les juges ne soient pas sur la harangue de Baudot? Le recrutement des juges aujourd'hui, est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Quand on voit bien la séquence Rémietz-Lorbecco, elle est très significative. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Construisez toutes les prisons que vous voulez. C'est Baudot qui aura raison en fin du compte. Pourquoi est-ce que la gauche s'est Pourquoi est-ce que la gauche s'est acharnée contre les peines planchées qu'avait voulu Nicolas Sarkozy? Précisément pour rendre aux juges cette capacité de faire ce que Baudot disait, la loi dira ce que vous voulez qu'elle dise. Ça, c'est le chapitre justice. Elle n'était pas appliquée sous Nicolas Sarkozy, il avait que 30% de pénalité. Le chapitre justice. Des juges et de leur idéologie. Le chapitre... Il y a un moment où précisément elle s'applique. Le chapitre justice. Maintenant, le chapitre peut-être plus politique. Bruno Retailleau est en marche pour être candidat à la présidence de la République. Alors, en marche, c'est sûr que non. Candidat à la présidence de la République, on verra. La réponse est oui. Sans doute. Il y aura en tout cas, c'est l'homme qui porte le parti. Il a gagné l'élection. Ce qui est certain, c'est qu'il jouera un rôle déterminant d'ici 2027. En même temps, les LR tout seuls, convenez que c'est compliqué. L'équation est difficile. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Les sondages, j'y crois quand même un petit peu. Si vous regardez, moi je suis pas 8-9 points, 8-9-10 points en ce moment. Je suis pas un obsédé des sondages, mais enfin si vous voulez vraiment prendre ça comme référence, aujourd'hui Bruno Retailleau est en tête dans les enquêtes d'opinion, dans toutes les personnalités politiques. Le sondage du Point hier, en effet, est la personnalité politique la plus plébiscitée, 40% d'opinion favorable. Les sondages pour la je parle des intentions. Ce n'est pas une intention de vote, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il est difficile d'imaginer que le candidat aujourd'hui, tout peut changer bien sûr, mais qu'un candidat du Rassemblement national soit au deuxième tour. Compliqué d'imaginer qu'il ne le soit pas, avec l'avance de Madame Le Pen ou de Monsieur Bardella. Donc il n'y a qu'une place. Et il y a 4 candidats. Candidat du Bloc central, candidat LR, candidat de la France insoumise et candidat gauche républicaine. Une place pour 4. Un fauteuil pour 4. Et tout ça va se jouer à 14, 15, 13, je n'en sais rien. Je fais de la politique fiction, mais c'est le schéma sur lequel on peut parler ce matin. D'où ma question, est-ce que vous imaginez une candidature peut-être unique, une réunion des droites avec Édouard Philippe, le bloc macroniste de droite, j'ai envie de dire, qui penche à droite, et puis les LR, et à ce moment-là, l'hypothèse d'un second tour pour Bruno Retailleau est possible. Et je ne parle pas de l'union des droites avec Reconquête, ou avec Marine Le Pen. Vous savez ce qui a tué la droite ces dernières années, je crois, c'est d'avoir regardé la politique comme une addition de clientèle électorale. Si vous me permettez, ce qui a tué la droite, c'est de ne pas être de droite. Exactement. Mais si vous me permettez. Vous me conduisez à la conclusion de mon propos. De regarder des petites clientèles électorales en se demandant comment on allait les empiler et de produire pour y parvenir des espèces de synthèses un peu vagues, confuses, incertaines. Moi, je ne crois pas au en même temps. Et je pense que ce qui a tué pas seulement la droite, mais ce qui a mis la France dans la passe dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, c'est trop de compromissions, c'est trop d'incertitudes, c'est trop de contradictions, c'est trop de reniements. Le en même temps, c'était la promesse qu'on allait abolir les clivages. Moi, je ne crois pas à ça. Je vois qu'il y a dans ce pays une gauche qui s'assume, et je pense que pour lui répondre... Gérald Darmanin, par exemple, Gérald Darmanin et Édouard Philippe, qui sont dans le bloc central de droite, macroniste de droite, pour faire court, vous dites non. Mais en 2027, il me paraît qu'il y a une chose assez évidente. Si on écoute les Français, moi je vais partout dans le pays et j'entends ça partout aujourd'hui. En 2027, les gens chercheront une alternance au macronisme. Ils ne chercheront pas une continuation du macronisme. Et donc notre devoir, c'est de reconstruire une proposition claire, une proposition forte. Et c'est ce qui fait le succès de Bruno Retailleau. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais elle est à 9 ou 10%. J'entends ce que vous dites, elle est claire. La proposition est claire, même si Gérard Larcher, Michel Barnier, c'est pas la même ligne que par exemple que François-Xavier Bellamy. Aujourd'hui, Bruno Retailleau est à la tête de ce parti. Il a été élu, il a une majorité claire. Mais j'entends ce que vous dites, mais vous êtes tout seul. On va construire une proposition qui, j'en suis sûr, agrégera autour d'elle. Après, que des gens reviennent après avoir voté pour Emmanuel Macron, pourquoi pas? Que des gens reviennent après avoir voté pour M. Zemmour, pour Mme Le Pen, bien sûr. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer une proposition qui permette à tous les électeurs... Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes plus proche... Qui permette à tous les électeurs de ce pays qui aiment la France et qui veulent la voir sortir de la crise, qui leur permettent de se retrouver et d'offrir au pays... Mais vous êtes plus proche aujourd'hui de Reconquête, par exemple, que d'Édouard Philippe. Oui. Mais nous, on défend toujours la même ligne. Vous avez voulu nous expliquer qu'on devait disparaître parce que hier, c'était parce qu'Éric Zemmour allait gagner. Aujourd'hui, c'est parce qu'Édouard Philippe est en tête des sondages. Ah non, Édouard Philippe est en tête des sondages, mais je ne suis pas certain que sa proposition, précisément, séduise le plus grand nombre. Eh ben moi non plus. J'entends bien. Moi non plus. Mais donc, en revanche, je vous dis une réalité, c'est que vous êtes plus proche de Sarah Knafo que d'Édouard Philippe. Mais encore une fois, je me définis par rapport à personne d'autre. Oui, moi, je n'ai pas changé d'avis. Je continue de dire exactement la même chose depuis des années. Je sais, c'est lassant. Mais je dis, il faut reconstruire le parti. Mais par exemple, quand je vous avais posé la question et vous étiez fait réprimander, je vous avais dit dans un deuxième tour entre LFI et le Rassemblement national, vous m'aviez dit, moi je choisis le Rassemblement national. Eh bien, dans votre mouvement, tout le monde n'est pas sur cette ligne-là. Parce que vous hiérarchisez. Et vous avez le courage de le dire d'ailleurs. Mais moi je n'ai aucun problème pour assumer ça. Mais tout le monde n'est pas tout le monde. Mais mon combat, Pascal Praud, c'est qu'on se retrouve pas devant un deuxième tour où la France insoumise soit capable de menacer le pays. Et aujourd'hui, la plus grande chance pour la gauche, ce serait de se retrouver dans un duel au deuxième tour face au Rassemblement national. Peut-être pas Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense qu'il perdrait, mais tout autre candidat de gauche qui paraîtrait plus acceptable serait en réalité
sur le point de gagner s'il se retrouvait dans cette équation. Notre devoir à nous, c'est de reconstruire une proposition de droite qui se qualifie au deuxième tour et qui gagne. André Valigny, qu'est-ce qui vous... de la crise. Moi, je vous connais un peu et vous savez comment je vous apprécie. Et au fond, rien ne vous différencie de ce que dit François-Xavier Bellamy. Vous êtes d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit ? Pas vraiment sur ce qu'il vient de dire. Lorsqu'il dit qu'il voterait Marine Le Pen, enfin pour le Front National au deuxième tour. Vous voteriez LFI du coup ? Non, Oui, il était je voterais blanc. Je voterais blanc. Et je ne peux pas voter pour l'extrême droite, évidemment, mais plus non plus pour l'extrême gauche. Mais je reconnais chez M. Bellamy, et je l'ai toujours dit, une vraie force, une force politique au sens où il est convaincu de ce qu'il dit. Il a un corpus idéologique. C'est un conservateur, libéral, qui l'assume. Et moi, j'aime beaucoup les gens comme lui qui assument leurs convictions. Oui, moi j'ai une petite question pour vous, François-Xavier Bellamy. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, et notamment le Trumpisme, on voit aujourd'hui la dispute par exemple entre Musk et Trump, un peu ce fracas populiste. Est-ce que vous pensez que ce qui est en train de se passer autour de Trump peut donner justement plus de chance aux conservateurs, à des conservateurs raisonnables, tempérés, ou est-ce qu'au contraire ça peut nuire à la droite, ce qui se passe aux États-Unis actuellement autour de Trump ? Non, je ne le crois pas. Je pense que ça indique en effet le chemin à suivre. Moi, personnellement, je n'ai jamais tellement cédé à la fascination trumpienne. Je respecte la démocratie américaine, je respecte le vote des électeurs américains, et je ne suis pas de ceux qui vont leur faire des leçons de morale. Mais je n'ai pas été enthousiasmé par l'idée que nous allions pouvoir organiser une grande vague trumpienne sur l'Europe, et je ne fais pas partie de ceux qui ont été applaudir à l'inauguration du président des États-Unis. C'est une référence à Sarah Knafo. Ceux qui ont été, ont fait leur choix et tous les choix sont respectables. Mais les États-Unis sont nos alliés, ce sont nos amis. Tous les choix ne sont pas respectables. Tous les choix ne sont pas respectables. En tous les cas, il me semble. Quand on parle de la relation avec les États-Unis, on peut comprendre la manière d'engager le dialogue avec ce grand pays ami de manière différente. Bon, maintenant, ce que je crois, c'est que depuis le début, c'est pas d'aujourd'hui, mais depuis le début, il y a dans le Trumpisme quelque chose qui heurte ce qu'on appelle la décence commune. Une idée que vous connaissez bien, une manière finalement de faire de la politique qui soit à la hauteur de ce que doit être le respect qu'on doit aux électeurs, l'exigence de vérité dans le rapport aux faits, de loyauté intellectuelle, d'honnêteté, de constance. Je ne crois pas que tout ça soit périmé ou désuet. Je pense même que c'est l'avenir pour reconstruire notre vie démocratique. Et je pense qu'on est en train de voir aujourd'hui l'impasse à laquelle conduit cette forme politique qui en réalité... Je vais vous remercier parce que le temps de parole est terminé. Mais au-delà des idées qu'on peut partager ou pas avec vous, je trouve que vous faites honneur à la politique, François-Xavier Bellamy. Je vous le dis parce qu'il y a peu de gens. Moi, je vous le dis parce que ce que vous venez de dire, la hauteur de vue qui est la vôtre, l'éthos qui est oui, mais la manière dont vous exprimez, les idées que vous apportez, effectivement, je trouve que ce niveau de débat nous rappelle celui que nous avons aimé dans les années 70, qu'on soit d'accord ou pas avec vous. Et force est de reconnaître que je ne trouve pas à gauche l'équivalent aujourd'hui de François-Xavier Bellamy, sauf si vous avez un nom à me donner. Et je vois, Monsieur Valigny, que vous... Il y a eu une élection hier. Est-ce qu'il y a un nom ? Est-ce que vous avez l'équivalent à gauche de François-Xavier Bellamy ? Ça ne me vient pas comme ça spontanément. Oui, ça ne va pas vous venir du tout, en fait, parce qu'il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que... parce que Olivier Faure, il n'est pas... Bernard Cazeneuve. Il est prêt à... Oui, Bernard Cazeneuve, effectivement. J'espère que ça ne lui nuira pas, parce que je ne voudrais pas lui faire de mal, mais j'ai eu l'occasion de travailler ces dernières semaines avec Raphaël Glucksmann sur un sujet essentiel pour l'avenir de l'industrie de défense en Europe. Et je dois dire que je crois qu'il reste encore à gauche une manière de faire de la politique qui refuse la compromission avec l'extrême gauche et qui honore la vie démocratique. Mais écoutez, salons ce nom. Soit d'accord, il y a des désaccords, mais... Non, mais mettons ce nom au centre de la pièce, Raphaël Glucksmann, effectivement. Donc tous les deux font honneur à la politique, au débat politique, et tel qu'on l'imagine, sur les idées, et effectivement, certaines manières de s'exprimer. Oui, mais il fera honneur quand il acceptera de venir aussi. Oui, parce qu'il est sectaire. Pardon. Ah oui, il y a un problème. Ils auront plus de venir sur CNews. Vous pouvez pas demander à des gens de gauche de pas être sectaires. Je veux dire, c'est au cœur de leur. Sectarisme fait pas honneur. Voilà, il y a quelques exceptions, mais comme chacun sait, je lui transmettrai le message. Il y a des poissons. J'ai une source directe pour l'inviter aussi. Bon, merci en tout cas, François-Xavier Bellamy. Merci beaucoup. On marque une pause et